Et voilà. Bonsoir à tous, il est 20 heures et je vous retrouve pour la conférence du mois. Et le sujet ce soir est qui suis-je, qui je crois être et manifester qui je suis vraiment. C'est un vaste sujet et quand on a bien compris qui nous sommes vraiment et que nous choisissons de le manifester, la vie devient magique. Alors, je vous espère tous en forme. Le soleil est là, on se croirait en plein été. Il fait beau partout, que du bonheur. Et chez nous, en Normandie, c'est un temps magnifique également. Alors, qui suis-je? On se pose souvent la question. Et souvent, dans les séminaires, quand je demande aux personnes quelles sont vos attentes, toutes me disent, j'aimerais savoir qui je suis. Et la plupart du temps, quand elles disent, j'aimerais savoir qui je suis, elles pensent plutôt à leur structure de personnalité plutôt qu'à leur vraie nature. Et donc, je vais essayer de vous expliquer la différence et de vous permettre de comprendre et d'intégrer qui vous êtes vraiment. Donc, on va commencer avec ces différents chapitres. Vous retrouverez dans cette conférence trois parties. Qui suis-je? Deuxième partie, qui je crois être? Et comment manifester qui je suis vraiment? Troisième partie. Qui suis-je? Je ne suis pas mon corps. J'ai un corps. Le corps est le véhicule de mon expérience. Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas celui qui pense. Descartes disait, je pense donc je suis. Je ne suis pas celui qui pense. Je suis au-delà, en deçà de celui qui pense. Je suis celui qui observe celui qui pense. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé dans le monde, dans tous les continents et jusqu'au fin fond de l'Amazonie. Et partout, les personnes me disaient que je portais au fond de moi la perfection. Les Indiens en Amazonie montraient mon cœur et disaient, tu portes au fond de toi la perfection. Et quand on révèle cette perfection là-bas, que le chakra du cœur s'ouvre, eh bien, ils disent que le jaguar se réveille et ils ont de très jolies représentations, que je vous ai mises là, qui viennent du Pérou, lorsque le jaguar se réveille et vient réveiller le chakra du cœur lorsque je manifeste qui je suis vraiment. Et puis, si on se réfère à toutes les religions, tous les textes sacrés, eh bien, partout vous trouvez le fait que nous sommes à l'image du divin. Et puis pour terminer, pour essayer de définir, je dirais que je suis est unité. Je suis est à la fois le grand tout, est à la fois l'individualité. Je suis est unité. Et nous avons oublié qui nous sommes, nous avons oublié cette unité. Nous essayons de chercher à la retrouver. Et on a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose. On est en quête. On va la chercher au dehors et en cherchant au dehors, à l'extérieur, dans le regard de l'autre, eh bien, on est aveuglé et on ne voit plus notre véritable nature divine et on recherche sans cesse cette unité perdue. Alors, qui suis-je? Eh bien, moi, je le définirais comme suit. Je suis celui qui observe, celui qui pense. Je suis un potentiel qui tend vers l'infini et vers la perfection. Et lorsque je m'identifie à qui je suis vraiment, eh bien, je le manifeste. Et on pourra le définir ainsi, c'est l'ego positif. Et l'ego, la définition de l'ego, c'est moi, conscience, qui me manifeste à travers mon corps. Donc, si je m'identifie à qui je suis vraiment, je suis centrée sur la partie la plus belle qu'il y a au fond de moi, sur mon plus haut niveau de potentiel, et je suis créateur de valeur. On dira, je suis centré. Et pensez que la pensée est créatrice, et donc chaque fois que vous ajoutez quelque chose après je suis, eh bien vous le créez dans l'univers. Je suis sont les deux mots les plus puissants au monde car ce qu'on ajoute après façonne notre réalité. Donc soyez vigilants, soyez intègres avec vos mots, je vous l'expliquerai un peu plus loin.
Soyez attentif à ce que vous dites de vous-même parce que ça façonne votre réalité. Amusez-vous à faire votre marguerite et notez je suis et dans chaque pétale tout autour, notez une qualité différente. Je suis magnifique, intelligent, beau, parfait, courageux, fraternel, spontané, merveilleux. Mettez parfait, puissant, avec une force terrible. Essayez de vous qualifier, de mettre toutes vos qualités tout autour pour vous intégrer progressivement que si vous vous reconnaissez ces qualités, elles vont se manifester dans votre vie. Ensuite, je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis un corps d'énergie. Et pour bien comprendre toute cette conférence, on va faire un petit rappel avec les philosophies orientales. Le corps énergétique double le corps physique, avec ici en rouge le corps éthérique, en orange le corps émotionnel, ou on l'appelle également le corps de souffrance ou le corps astral. Dans les représentations en Inde, là où j'ai été formée, on les dessine plutôt ovales. Puis ensuite, on a le corps mental ou causal. Suivant les écoles, on parlera du mental inférieur, du mental supérieur. Puis on a le bouddhique, corps bouddhique, puis corps atmique. Le bouddhique et l'atmique sont les corps de lumière. On a au-delà encore plein de corps. À partir du bouddhique, on a 75 corps de lumière absolument magnifiques. Et on a 252 niveaux vibratoires différents si mes souvenirs sont bons. Donc, je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Ce corps d'énergie, il a des gros canaux à l'intérieur, comme nous avons dans le corps physique une artère aorte et des veines caves. Eh bien là, on a un gros canal au centre, dans la colonne vertébrale, qui relie 7 pompes dans le corps physique. Les 7 pompes, on pourrait le faire le parallèle avec le cœur dans le corps physique, qui est une pompe qui fait circuler tout le sang dans l'organisme. Eh bien, les chakras sont 7 pompes dans le corps énergétique physique qui font circuler l'énergie dans tout notre corps. Et puis, ces pompes sont reliées entre elles par 2 autres gros canaux qui sont aussi importants que l'artère aorte, par exemple. Donc, le canal central s'appelle Shushumna et les 2 canaux latéraux s'appellent Ida et Pingala. Le canal Ida est un canal féminin, lunaire et froid. Le canal Pingala est un canal solaire, masculin et chaud. Le canal Ida monte, le canal Pingala descend. Et chez les êtres éveillés, chez les maîtres, ces canaux peuvent vous permettre de réguler la chaleur et le froid. Ainsi, vous pouvez méditer dans la neige ou réchauffer votre corps ou le refroidir si vous méditez sous le soleil. D'ailleurs, Alexandra David-Néel, dans ses expériences au Tibet, disait que son maître l'envoyait avec des draps humides sur le corps et lui disait de revenir lorsqu'il serait sec. Eh bien, elle activait Pingala. Voilà. Donc, je ne suis pas qu'un corps physique, j'ai ces chakras. Je vous ai rapporté des schémas qui viennent d'Inde. On a les chakras qui se projettent devant, mais ils se projettent également derrière. On peut même sentir, lorsqu'on travaille sur les chakras, des petits fourmillements au niveau des chakras dans le dos. Moi, ça m'arrive assez souvent. Donc, ils ont des projections devant et derrière, pas seulement devant. Et puis, voici une représentation qui rappelle très fort le caducée des médecins, le caducée d'Hermès. Et en fait, on voit que le caducée représente Shushumna, les 6 chakras plus le chakra couronne, et les canaux Ida et Pingala représentés par les petits serpents. Et ça, on oublie de nous le dire à l'université. Je ne suis pas qu'un corps physique. Dans mon corps d'énergie, j'ai des canaux énergétiques autres comme des artères et des veines. Et dans le corps physique, donc le corps énergétique qui double le corps physique, ces canaux s'appellent des méridiens. Et puis j'ai des milliers de nadis, on parle de 72 000 nadis qui sont des petits vaisseaux comme des artérioles et des vénules dans tout mon corps énergétique. Quelles sont maintenant les caractéristiques de je suis? Eh bien, je suis
se manifeste de 4 manières. Je suis se manifeste avec intégrité. On appelle ça chez les maîtres indiens les 4 tattvas. Pour atteindre l'éveil, il faut intégrer ces 4 tattvas, intégrité, authenticité, responsabilité et enriching, partage. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Qu'est-ce que ça veut dire je suis est intègre? Eh bien, je suis est attentif aux mots que je m'adresse à moi-même et que j'adresse aux autres, car les mots MOTS sont créateurs. Ils créent dans l'univers. Et dire des mots MOTS, c'est puissant. Ça pose des intentions dans l'univers. Et l'univers commence à créer à partir des mots que nous mettons et sur nous-mêmes et sur les autres. Chaque pensée que j'émets est créatrice. Soyez vigilants à vos pensées. Rayonnez des pensées positives, vous attirerez du positif. André Voisin, que j'ai bien connu il y a très très longtemps, dans les années 86, 90, disait « Chaque fois que j'ai une pensée négative, j'arme un fusil dans le monde. » Alors essayons d'avoir des pensées positives et particulièrement envers nous-mêmes. Cessons de nous juger, de nous condamner, d'être dans le déni de nous-mêmes, voire la haine de nous-mêmes, et soyons aimants vis-à-vis de nous-mêmes, redécouvrons l'amour de soi. Donc, deuxième chose maintenant de l'intégrité, c'est je tiens ma parole, c'est-à-dire je respecte mes engagements envers les autres, envers moi-même. Et souvent, je prends des engagements envers moi-même tels que ah ben maintenant je vais me lever le matin, puis je vais faire un peu de méditation, un peu de yoga, un peu d'exercice, de la respiration, et puis je vais le faire quelques jours, et puis très rapidement je vais arrêter. Eh bien, si je ne tiens pas les engagements envers moi-même, je ne suis pas intègre. Plus je suis intègre, plus ça apporte de la force aux mots, à ce que je dis, à ce que je crée, et ça génère de la confiance de moi vis-à-vis de moi, mais des autres vis-à-vis de moi, parce que je respecte mes engagements et mes mots sont justes, positifs et posés de façon juste. Donc, c'est l'intégrité qui est le premier chemin pour aller vers l'éveil et reconnecter je suis. Deuxième tattva, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Être authentique chez les maîtres indiens, ça veut dire que je choisis de me manifester à mon plus haut degré de possibilité, à mon plus haut niveau de potentiel. Et je vais veiller à ce que ces manifestations que je choisis d'avoir soient en harmonie. C'est-à-dire, j'ai une image intérieure, l'image intérieure que j'ai de moi. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je dis de moi à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me juge? Souvent, je suis très dure avec moi-même. Je me juge très fort. Je me condamne même parfois. C'est l'image que j'ai à l'intérieur. À l'extérieur, je vais essayer de projeter une image plus positive. Moi, j'appelle ça l'appartement témoin. À l'extérieur, on essaie de montrer le meilleur visage de soi, la meilleure partie, les meilleures qualités, le meilleur aspect de soi. C'est comme ça qu'on se projette aux autres. Il y a encore une autre image, c'est celle que les autres me renvoient de moi. Comment est-ce que les autres me perçoivent? Et la dernière image, c'est l'image que j'ai de la vie. Comment est-ce que je vois la vie? Est-ce que la vie est difficile, douloureuse? Est-ce qu'on est là pour en baver? Est-ce que je fais confiance à la vie? Est-ce que j'ai conscience de la magie de la vie? Eh bien, pour être authentique, il faut que ces 4 images intérieures,
l'image extérieure que je projette, l'image que les autres me renvoient de moi et l'image que j'ai de la vie, il faut que ces 4 images soient en cohérence. Et c'est très important. Et croyez-moi, c'est pas facile d'avoir toutes ces images en cohérence. Et plus j'avance vers ça, plus je suis authentique, plus je suis dans la joie, plus la vie devient facile, positive, joyeuse, et je quitte l'impuissance, la peur, le doute. Donc, essayons d'être authentiques, de choisir chaque jour de nous manifester à notre plus haut degré de possibilité. Le troisième tattva qui va qualifier notre je suis, c'est la responsabilité. Je suis est responsable. Je suis 100% responsable de ce que je vis, de ce que j'attire à moi. Et si je regarde de près, dans tout événement, j'ai une part de responsabilité. Dans tout ce que je vis, j'ai une part de responsabilité. J'avais une petite patiente qui avait eu un accident de voiture assez grave et qui disait, mais enfin, c'était pas de ma faute. Il a grillé le stop et je me suis retrouvée dans le coma pendant plusieurs jours et je n'étais pas responsable. Et je lui ai dit, ta seule responsabilité, c'est d'avoir été là à ce moment-là, d'avoir été présente à ce moment-là. Quand tu es parti le matin, est-ce que tu es parti à l'heure? Est-ce que tu as cherché tes clés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois là à ce moment-là? Voilà ta responsabilité. Eh bien, dans tout événement de la vie, nous sommes 100% responsables. Il suffit d'une seule branche sur l'arbre des causes d'un événement, de couper une seule branche pour que l'événement n'ait pas lieu. Donc, chaque fois que je vis quelque chose, pas forcément positif, eh bien, je me pose la question, comment ai-je attiré cela? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive cet événement-là? Qu'est-ce que cela me dit? Je suis la source de toute chose dans ma vie. Je suis responsable de toutes les manifestations qui se produisent en moi, autour de moi, dans mon environnement immédiat. Et plus j'assume ces responsabilités, plus je prends de la puissance, plus je suis capable de choisir, de décider, d'avancer et de devenir leader. Être responsable, c'est aussi avoir la faculté à chaque instant de décider comment je me sens, quel que soit l'événement que je traverse. Il y a des épreuves, des choses difficiles que je traverse et je peux choisir de me positionner en victime. Je peux choisir de me plaindre. Je peux choisir de sombrer dans la dépression. Mais je peux aussi choisir de dire qu'est-ce que j'ai à apprendre à travers cette épreuve. Comment est-ce que je peux grandir avec cette épreuve? Je sais que c'est pas toujours facile et que assumer cette responsabilité est parfois difficile et douloureuse. Donc, je suis 100% responsable dans ma vie. Et puis le quatrième tattva qui caractérise le je suis, eh bien, c'est ce qu'en anglais on appelle enriching. Alors, le traduire par enrichissement, je trouve que c'est pas terrible. J'aime mieux le traduire par partage. C'est-à-dire que à mesure que j'avance, eh bien, par ma position, ma posture, par ce que je manifeste, j'invite l'autre à révéler ce qu'il a en lui de meilleur. Je ne vais pas me positionner en grand prêtre, donneur de leçons, en gourou qui a tout compris, mais je vais juste être témoin, c'est-à-dire par tout ce que je vais manifester, par tout ce que je vais dire, par tout ce qui se passe autour de moi, j'invite l'autre à évoluer, à se révéler et aller vers ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est ça, être témoin.
C'est l'archétype grand prêtre, quand il est bien intégré, il ne donne pas des leçons, il est exemplaire. Et quand on le voit, on dit, ah, c'est comme ça que j'aimerais être, c'est comme ça que je voudrais faire. C'est une invitation. Et pour terminer, ces 4 tattvas, c'est toujours se dire que dans les niveaux de conscience bas, je suis dans mon individualité, nous sommes tous séparés les uns des autres et nous avons tous une identité, une couche de personnalité extérieure, alors que dans les très hauts plans de conscience, nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous un, nous faisons partie du grand tout. L'autre, c'est moi je suis l'autre, nous sommes tous frères et sœurs. L'autre fait vraiment partie de moi. Alors à quoi bon juger, condamner, puisque l'autre, c'est moi? Pensez toujours à quoi ça fait écho chez moi quand je condamne l'autre, quand je le juge. Voilà. Donc les 4 tattvas sont les 4 éléments importants que les maîtres en Inde nous invitent à acquérir, à intégrer, à manifester, pour manifester chaque jour davantage notre vraie nature, notre perfection, notre je suis, notre potentiel infini. Alors maintenant qu'on a essayé de définir qui je suis, on va essayer de définir qui je crois être. Et pour comprendre qui je crois être, il va falloir aller à la rencontre de sa construction. Comment se construit ce qui je crois être? C'est cette couche de personnalité extérieure, c'est notre individualité. Qui je crois être, d'abord, c'est composé de toutes les mémoires de notre histoire. Et nous avons une sacrée couche de mémoire avec les mémoires de nos vies antérieures, d'abord, les mémoires karmiques que j'ai représentées en violet sur le schéma. Puis on a les mémoires qui nous viennent du collectif, c'est-à-dire du pays dans lequel on s'est incarné, de la culture, du régime politique, des us et coutumes, des milieux sociaux, des religions. Tout ça fait un énorme paquet de mémoires qui nous façonne, qui nous construit, qui nous donne des références, qui nous modèlent. Ensuite, on a les mémoires qui nous viennent de la famille. Et donc, on va avoir tout ce qui est transgénérationnel, les mémoires qui nous viennent de nos ancêtres parce qu'ils ont le même prénom et le même jour et mois de naissance que nous, ou alors ils vont avoir le même rang de fratrie que nous. Eh bien, ces mémoires se transmettent de génération en génération avec des traits de personnalité, avec des pathologies parfois, avec des histoires, des scénarios de vie qui se reproduisent. Quand je m'identifie à toutes ces couches, il y a encore une couche que j'ai oubliée, c'est la couche de mon histoire personnelle, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Et on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Eh bien, quand je m'identifie à ma couche de personnalité extérieure, à tout ce qui m'a façonné, je suis décentrée. Je perds la conscience de ma vraie nature, de ma nature divine, et je suis dans ma couche de personnalité extérieure. Et c'est elle qui est à l'origine de mes peurs, de mes doutes, de mes limitations, de ma tristesse, de ma colère, de ma déprime, etc. Quand je m'identifie à cette couche qui je crois être, ce que tout le monde souhaite savoir, je voudrais savoir qui je suis, et en fait, on pense à notre personnalité. Eh bien, quand je m'identifie à qui je crois être, je suis déconnectée de ma vraie nature, je suis décentrée. Et quand je suis décentrée, j'ai accès, et elles se manifestent très rapidement, à mes peurs, mes doutes, mes difficultés, mes limitations, etc. Alors, qui je crois être, comment est-ce que ça va se construire?
Pour mon histoire personnelle, ma couche personnelle, elle va se construire depuis ma conception, avec toutes les blessures, les traumatismes, les carences que j'ai vécues. Si je n'ai pas été un enfant désiré, si j'ai été malmenée, maltraitée, peut-être battue, peut-être violentée, peut-être abusée, si je n'ai pas reçu d'amour, si je n'ai pas reçu de valorisation, d'encouragement, d'accompagnement, eh bien, tout ça forme des blessures. Et ces blessures vont faire que je vais construire une couche de personnalité extérieure en réponse à ces blessures. Je vais mettre en place des stratégies inconscientes de compensation, d'adaptation, des stratégies de survie. Je vais chercher ce qu'on appelle des bénéfices secondaires pour compenser mes manques d'amour et de reconnaissance et pour chercher des succès d'années d'amour et de reconnaissance. Eh bien, je vais mettre en place tout ça. Et puis, je vais perdre progressivement la conscience de mes talents, de mes capacités, de mes qualités. Et quand j'arrive à l'adolescence, l'image que j'ai de moi s'est beaucoup abîmée et beaucoup rétrécie. Toutes ces blessures, ces traumatismes sont stockés dans les profondeurs. Elles sont stockées d'abord dans les profondeurs de l'inconscient. On appelle ça des mémoires. Elles sont refoulées. Tous les talents en lien avec ces blessures, si on m'a répété sans cesse que j'étais maladroit, que j'étais pas capable, j'étais pas courageux, j'étais pas à la hauteur, si on m'a beaucoup jugé, t'es trop, t'es plus, t'es moins, etc., eh bien, ça crée des mémoires au fond de moi et tous les talents en rapport, comme l'habilité manuelle, la capacité en mathématiques, en dessin, à faire des choses en confiance, je l'ai oublié, je l'ai refoulé. Et donc, dans les profondeurs de mon inconscient, j'ai de l'or caché, un trésor, un grand trésor, avec toutes mes qualités et mes talents oubliés, et c'est refoulé dans les profondeurs. Et à la place, tout autour, eh bien, j'ai créé ces stratégies inconscientes pour essayer d'avoir des bénéfices secondaires de reconnaissance, de succès d'années d'amour pour compenser. Et donc, au final, une représentation symbolique de qui je suis, de qui je crois être, de qui je suis vraiment. Eh bien, qui suis-je vraiment? Je suis. Je suis conscience pure, je suis amour, je suis perfection, je suis un potentiel qui tend vers l'infini, avec des quantités de talents, de qualités, de capacités. Il suffit que je l'accepte, que je choisisse de m'identifier, que j'appelle ces qualités à se manifester pour qu'elles se manifestent. Je fais le choix de les manifester. Ça, c'est qui je suis vraiment. Et autour de ça, il y a cette couche. Et le langage commun, quand il dit qu'on s'en tient une couche, n'a pas tort, parce qu'on s'en tient une sacrée couche avec les mémoires karmiques, les mémoires collectives, les mémoires familiales et les mémoires de mon histoire personnelle. Eh bien, dans cette couche que j'ai représentée avec plein de piquants, il y a toutes ces mémoires, il y a tous mes talents oubliés, cachés. On l'appelle le potentiel de vie contrarié ou ma couche de personnalité extérieure. Quand je me manifeste avec je suis, c'est mon ego positif, moi, conscience, qui me manifeste de façon positive, créatrice de valeur dans la vie, quand je suis dans ma couche, dans ma personnalité extérieure, que je donne le pouvoir à mes stratégies inconscientes, je suis dans mon potentiel de vie contrarié, c'est mon ego négatif, c'est-à-dire moi, conscience, dans ma souffrance, dans mon potentiel de vie contrarié qui se manifeste à travers mon corps. Alors, si on reprend un petit peu plus en détail notre histoire personnelle, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Et ça, je le détaille beaucoup dans la conférence sur la toxicité parentale et sur l'enfant intérieur.
Eh bien, on va découvrir toute notre histoire avec nos parents, nos éducateurs, notre environnement. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils n'étaient pas parfaits. Et ils avaient ce qu'on appelle des pouvoirs de domination parentaux. Ces pouvoirs de domination agissent sur l'enfant, le modèle, le transforment. Le pouvoir intimidateur, c'est tout ce qui va toucher à l'autorité dans le sens excès d'autorité, autorité trop dure, trop exigeante, trop perfectionniste. Ça va être aussi dans tout ce qui touche à la colère, à la violence verbale, à la violence physique qui peut terroriser l'enfant. Ça peut être également tout ce qui touche au jugement, aux comparaisons, aux condamnations de l'enfant. On va entrer là dans le pouvoir intimidateur. Le pouvoir interrogateur, c'est quand le parent est très dans le contrôle, dans la surveillance, il pose des questions tout le temps, il veut tout savoir, il est envahissant, il est intrusif et parfois même il ne respecte pas l'espace privé de l'enfant. Ensuite, le parent indifférent, c'est pas forcément qu'il est indifférent, mais c'est un parent qui peut-être est absent parce qu'il est décédé, absent parce que les parents sont divorcés, et indifférent parce qu'il est peut-être peu accessible, trop pris par ses activités, trop pris par son travail, trop occupé, peu accessible à l'enfant, et donc on dira que c'est un pouvoir de domination indifférent. Le pouvoir plaintif-victime, c'est un parent qui est malade, qui peut être dépressif, qui peut avoir une maladie grave et qui va mettre de façon inconsciente toute la famille sous emprise. Il faut être gentil, il faut être sage, il faut faire plaisir parce que papa ou maman est malade. Et puis, on va avoir les parents plaintifs victimes qui se plaignent tout le temps. Je suis fatiguée, tu me fatigues, tu vas me faire mourir, ou avec tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifiée pour toi, etc. Tout ça, je le détaille vraiment bien dans la conférence sur les parents toxiques et sur l'enfant intérieur. On peut avoir également des parents déficients, c'est-à-dire des parents irresponsables, des parents enfants, des parents drogués, des parents alcooliques. On peut trouver tout ça. Et puis des parents pervers dans le style manipulateur qui vont obtenir tout ce qu'ils veulent sans jamais le demander, ou des parents pervers sexuels, c'est-à-dire des parents qui ne respectent pas le corps de l'enfant. Et ça va de l'énergie sexuelle qui n'est pas à sa place, que l'enfant ressent, jusqu'au toucher non sain, jusqu'aux abus, jusqu'à l'inceste, jusqu'au viol. Ça existe de l'enfant. Donc voilà, au fond de nous, avec toutes ces mémoires, eh bien, nous avons ce qu'on appelle un enfant intérieur blessé. Et on essaie de le faire taire, cet enfant. Il porte toutes les mémoires de notre histoire, toutes nos souffrances, toutes nos blessures, tous les impacts. Et il est actif, même si nous avons refoulé dans les profondeurs de l'inconscient toutes les mémoires, même si avec ces blessures refoulées, nos talents sont partis au fond, eh bien, c'est actif dans notre vie et ça agit dans notre vie. Et cet enfant intérieur blessé, au fond de nous, il constitue une grande partie de qui nous croyons être et il agit à notre insu dans toutes les situations de la vie. Il se projette. Ensuite, pour bien comprendre qui je crois être, il faut s'attarder sur le rôle du mental. Qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est celui qui, avec l'ego, pense tout le temps et fait ce que j'appelle une association de malfaiteurs. Le mental me projette à l'extérieur. Il cherche mon image, il cherche qui je suis dans le regard de l'autre. Mon mental compare, mon mental hiérarchise. Je suis plus, je suis moins, je suis le plus, je suis le moins. Je suis assez ou pas assez, je suis différent, nous n'avons pas les mêmes valeurs, etc. Le mental cherche tout le temps à l'extérieur. L'ego, ma couche de personnalité extérieure existe dans la comparaison. Elle se cherche en permanence dans le regard de l'autre. Mais au fond de moi, l'ego sait très bien qu'il n'est pas qui je suis vraiment.
Et pour que je l'oublie encore plus, le mental m'aveugle du matin au soir avec un écran de pensée. Et résultat, il me projette dans le passé pour me faire passer pour une victime, pour que je puisse me plaindre, pour dire que c'est toujours à moi que ça arrive, et puis j'en ai marre, et puis c'est trop dur. Ou alors il me projette dans le futur pour dire je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas savoir, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas être capable, je ne vais pas être assez, je vais être trop, etc. Et le mental fait que je ne vis plus dans le présent. Mais cette couche extérieure, cet ego négatif, ne veut pas mourir, elle veut garder le pouvoir, elle a peur d'être démasquée. Et donc, il fait que j'oublie complètement ma vraie nature, qui je suis vraiment, et je me perds. Je me perds au dehors de moi, je suis hors de moi, je me cherche hors de moi, alors que pour me trouver, il faut que je revienne à l'intérieur. Plus je me cherche au dehors, plus je vais avoir une sensation de vide intense. Et je vais par tous les moyens combler ce vide. Et c'est comme ça qu'on va parler des besoins fondamentaux de l'ego. Besoin d'abord, il y a les besoins pour maintenir mon corps en vie, qui sont tout à fait normaux, les besoins physiologiques. Mais ensuite, il va y avoir les besoins de sécurité. Quand je suis ce manifeste, où que je sois, je suis en sécurité. Quand je suis dans mon ego, j'ai peur. Je peux avoir peur du noir, peur des autres, peur des transports en commun, peur d'être enfermé, peur d'être coincé, peur d'aller dans l'ascenseur. Je peux avoir des peurs d'être agressée, d'être violentée. Donc, je peux avoir des peurs ontologiques qui vont, euh, qui sont les peurs, ce qui permet de maintenir mon intégrité physique et psychique. Et donc, j'ai peur de ne pas pouvoir maintenir cette intégrité physique et psychique. Et puis, il peut y avoir les peurs matérielles, peur de perdre mes avoirs, ce que j'ai, mes bénéfices, tout ce que j'ai acquis. Ensuite, il va y avoir les peurs par rapport au groupe social, de ne pas être accueilli, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir ma place dans le groupe social. Et puis après, il y a les peurs par rapport à l'estime de soi. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis assez? Et puis après, il y a les peurs pour s'épanouir. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je peux prendre des risques? Est-ce que je peux aller vers l'inconnu? Est-ce que je peux m'épanouir? Tout ça, ça appartient à ce qui va nourrir l'ego avec ses peurs et avec ses besoins à combler pour quitter les peurs. Et donc, je vais mettre en place des tas de stratégies inconscientes d'adaptation pour compenser aussi, des stratégies de compensation et puis des stratégies de survie. Quand je vis dans un milieu hostile et difficile, l'enfant met en place des stratégies de survie. Je le développe dans la conférence sur les parents toxiques. Et toutes ces stratégies me permettent de m'adapter tant bien que mal au milieu dans lequel je suis, de faire face. Et puis, je vais chercher à compenser au maximum avec du pouvoir. Si j'ai pas une très belle image de moi et que j'arrive à avoir du pouvoir, je répare l'image que j'ai de moi. Si j'ai de l'avoir, je suis quelqu'un d'important, donc je répare l'image que j'ai de moi. Je peux compenser dans la jouissance, dans les plaisirs de la vie, dans la nourriture, dans la sexualité, dans la recherche des émotions fortes. Quand je suis coupée de mon corps, je vais avoir besoin de chercher des émotions fortes pour avoir la sensation d'être en vie. Faire des sports difficiles, dangereux, des choses comme ça. Ou alors, je peux aussi compenser dans le paraître. En fait, je me perds dans l'illusion et je n'arrive plus à me rappeler qui je suis décentrée, je ne suis pas créateur de valeur. Voilà comment se manifeste qui je crois être et comment ce qui je crois être prend le pouvoir dans ma vie. Quelles sont les conséquences quand je m'identifie à qui je crois être et comment je fonctionne? Donc, je vais développer tous ces aspects. Pour bien comprendre qui je crois être et comment je fonctionne, on fait un petit rappel anatomique sur le cerveau. On a trois niveaux dans le cerveau. Le cerveau reptilien représenté par le corps, ici la moelle épinière et le tronc cérébral. Le cerveau médian, ce sont les noyaux gris centraux avec le thalamus, l'hypothalamus, les amygdales, les corps calleux,
qui sont là, l'hippocampe, il y a plein de petits noyaux ici au centre, et puis tout autour, il y a le cerveau cognitif. Le cerveau reptilien, on le partage avec les crocodiles, les serpents, les lézards, les varans. Le cerveau limbique, on le partage avec les mammifères. Le cerveau cognitif, on le partage qu'avec les êtres humains. Le cerveau limbique est un cerveau qui est capable d'émotion. Le cerveau reptilien, je dois avoir, oui. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui gère tous les automatismes dans mon corps. C'est le cerveau qui est programmé. Il a un disque dur et il va répondre à toutes les situations en augmentant la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension musculaire, en préparant la digestion, en préparant le sommeil, etc. Donc, il est automatique et il fonctionne de façon réflexe. C'est celui qui est là pour maintenir la survie et qui est là pour me défendre en cas de danger. C'est celui aussi qui va s'occuper de la pérennité de l'espèce. Le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel. C'est celui des pulsions, des émotions, des sentiments. Et les mammifères, quand vous regardez les chiens, les chats, les chevaux, les dauphins, sont des animaux qui ont des sentiments et qui les manifestent. Le cerveau limbique, c'est celui qui donne la place dans le groupe, qui donne la sécurité. Et c'est un cerveau qui n'est pas conditionné, qui est vierge, qui n'a pas de disque dur et qu'il va s'imprégner de tout ce que j'ai vécu, des mémoires positives et négatives. Il fonctionne comme un filtre et il engramme dans les centres de la mémoire récente et mémoire ancienne toutes les mémoires de mon expérience, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et puis, il y a ensuite le cerveau cognitif que nous partageons qu'entre les humains, et c'est celui qui est capable de penser, de nous faire écrire, de nous exprimer, de pouvoir concevoir, de pouvoir être motivé. Voilà ce que va donner ce cerveau. Il est le centre de l'imagination, de la créativité, mais il est aussi le centre de la conscience, du raisonnement, de la logique et de l'adaptation à l'environnement. On a aussi une petite différence entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit, il a plus une vision de synthèse, il est plus créatif, il est plus connecté à l'intuition, il a plus une vision globale. Le cerveau gauche, c'est celui qui met tout, les petites boîtes dans les grandes boîtes, qui fonctionnent de façon linéaire, 1 plus 1 égale 2, et qui a une vision de détail. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel anatomique, on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne entre qui je suis, qui je crois être, pour aller vers qui je choisis d'être. On a vu que les mémoires de notre histoire sont stockées dans les profondeurs de l'inconscient, accompagnées des talents, des qualités que j'ai oubliées. Elles sont stockées également dans mon cerveau limbique, dans les centres de la mémoire, l'hippocampe, les amygdales. Et il y a différents centres, la zone réticulée, et ces mémoires sont stockées en mémoire récente d'abord, puis en mémoire ancienne. Ces mémoires créent un référentiel d'expérience. Elles sont oubliées la plupart du temps. Dernière zone de stockage des mémoires, elles sont stockées dans mon corps. Et donc, toutes les mémoires vécues de ma conception à aujourd'hui sont stockées dans mon corps émotionnel. Vers la bordure supérieure du corps émotionnel, on va retrouver les mémoires transgénérationnelles, les mémoires familiales. Et puis, dans le corps mental, on va retrouver les mémoires collectives avec tout ce qui touche au milieu social, tout ce qui touche aux collectifs, aux religions, aux us et coutumes, à toute la culture, au régime politique, au climat, enfin tout ce qui va nous être inculqué et nous façonner. Dernière chose, les mémoires du corps énergétique ont un prolongement dans nos muscles. Elles se prolongent et ça forme des condensations. Dans le corps énergétique, les mémoires forment des condensations. Imaginons que ça fait comme des caillots,
comme des thromboses sur les vaisseaux de mon corps énergétique. Ça bouche et l'énergie est bloquée, elle ne peut plus circuler. Et les talents qui étaient là sont oubliés, ils sont coincés avec la condensation. Toutes les mémoires forment comme des thromboses sur les canaux et quand elles vont jusque dans les muscles, elles se prolongent dans les muscles, eh bien on va retrouver des nodules dans les muscles, des petits nœuds, des condensations. Peut-être avez-vous déjà fait des massages et peut-être lors d'un massage, avez-vous des émotions qui remontent ou des images ou des choses du passé qui reviennent. Eh bien, quand le masseur va passer sur une mémoire, il est possible qu'elle s'ouvre, qu'elle réveille la mémoire qui est dans le corps énergétique et que toutes les émotions qui sont emprisonnées à l'intérieur se révèlent. Donc, on a les mémoires dans l'inconscient, dans le cerveau, dans le corps énergétique et dans les muscles. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces mémoires? Eh bien, lorsque j'ai une situation présente à vivre, qui peut être une situation professionnelle ou une situation familiale, ou par exemple, là, je suis en train de faire une conférence, c'est une situation. Les informations concernant cette situation sont filtrées par mon cerveau limbique. C'est comme si ça faisait Google et puis ça dit conférence, s'adresser à un public, parler en public, être seul face à du monde. Tout ça, ce sont des informations qui sont filtrées comme si on met une recherche de mots avec Google. Et le Google du cerveau limbique va aller chercher à quoi ça ressemble dans tout le référentiel qui est stocké dans mon cerveau. Parler devant du monde, être seul face à des personnes, m'exposer, m'exprimer en public, on va aller chercher à quoi ça ressemble dans toutes ces mémoires. Et ça trouve toujours, et tout ça se fait de façon inconsciente. Lorsqu'une mémoire positive est réveillée par une information de la situation présente, il suffit d'une seule information pour réveiller une mémoire. Eh bien, cette mémoire se réveille et elle envoie de l'information via l'hypothalamus qui envoie des hormones à l'hypophyse, qui envoie des hormones au cortico-surrénal et qui vont permettre la régulation au niveau du corps et la réponse adaptée au niveau du corps. La mémoire est positive, le message envoyé, c'est j'aime. Dans le passé, j'ai vécu des choses positives avec ça. Dans le passé, peut-être que je récitais, peut-être qu'on faisait des pièces de théâtre en famille, peut-être que je m'exprimais avec facilité devant ma famille, devant mes amis. Je vais connecter cette mémoire positive. Ça dit j'aime, mon cerveau dit c'est bon, il reste en ondes alpha, sont des ondes lentes, calmes. Je vais pouvoir rester centré. C'est mon je suis qui va s'exprimer. Je suis dans l'action et ma réponse sera créatrice de valeur parce que j'aime, parce que c'est positif. Si maintenant une information de la situation vient réveiller une mémoire négative, j'étais punie, j'étais peut-être battue, enfermée dans ma chambre, si je récitais pas parfaitement ma récitation, et le fait de parler, de m'exprimer me terrorise, eh bien, je vais réveiller une mémoire négative. Et là, mon cerveau limbique, le Google limbique va dire, ouh là là, je n'aime pas cette mémoire-là, elle est négative. Attention, il y a un danger. Quand tu étais enfant, tu as été maltraité, tu as été puni. Eh bien, ça réveille cette mémoire-là qui se manifeste. Et tout de suite, mon cerveau va entrer en réaction dès l'instant où ça dit je n'aime pas, dès l'instant où ça dit attention, danger, je suis dans un mécanisme de stress. Mes trois cerveaux vont entrer en compétition. C'est mon cerveau reptilien qui prend les commandes. Dès l'instant où il y a un stress, il y a une peur et il faut pouvoir répondre de façon rapide, sans réfléchir et trouver la solution adaptée. Eh bien, le cerveau reptilien va répondre
Et comme le cerveau reptilien, c'est celui qu'on partage avec les crocodiles, eh bien, je vais répondre comme un crocodile et on va appeler ça des comportements reptiliens. Donc, quand une mémoire négative du passé est réveillée par ce qui se passe dans le présent et qu'elle se projette sur la situation présente, j'ai trois modes de réponse. Soit je vais être sur mes gardes et je vais répondre du tac au tac et je risque de lutter, c'est-à-dire d'être agressif, d'être sur la défensive, de me mettre en colère, de manipuler, d'aller vers le rapport de force, d'entrer en conflit, peut-être même d'aller jusqu'à harceler, prendre le pouvoir. Je peut-être même avoir des passages à l'acte, de la violence verbale, la violence physique, et il y en a encore et encore des comportements reptiliens. Dès l'instant où je suis en situation de stress, je risque fort de répondre de cette façon-là. Ou alors, je vais fuir. C'est-à-dire que je vais m'en aller, je vais partir de l'endroit, je vais claquer la porte, ou alors je me retire dans ma tête, je fuis dans mon monde, dans mon imaginaire, je me cache, je fuis et je me cache de mes émotions en faisant le clown, je fuis et je me cache dans mon monde imaginaire. Ou alors je me replie. Et je peux bouder, ruminer, mais je peux aller jusqu'à me sidérer, me fermer. Et ça peut aller jusqu'à me mettre sous emprise, me soumettre et me résigner. Voici les comportements reptiliens générés par les mémoires négatives réveillées par une situation présente et par le stress. Voilà les comportements que je vais avoir. Les conséquences physiologiques de tout ça, eh bien, c'est simple. Quand je suis en situation positive, la mémoire est positive. J'aime pas utiliser le mot stress positif. Il est souvent utilisé en médecine, mais je n'aime pas. En fait, la définition de stress, c'est toute réponse du corps à toute stimulation qui lui est faite. Donc, que la stimulation soit positive ou négative, on peut utiliser ce mot. Mais il est souvent confondu, on l'utilise plus pour le négatif. En tout cas, quand la mémoire est positive et que c'est mon je suis qui s'exprime, mon cœur fonctionne en cohérence. Mon cerveau fonctionne de façon lente, calme. Je suis dans la joie, dans le plaisir, je sécrète des endorphines. Mes ondes cérébrales sont en alpha. On verra un peu plus loin. Quand c'est une mémoire négative qui est réveillée par le présent et qu'elle se projette sur le présent, là, en situation de stress, mon cerveau s'accélère. Il passe en ondes bêta. Ce sont des ondes très rapides, autour de 14 cycles par seconde. C'est le système automatique du corps humain qui prend le pouvoir, système sympathique et parasympathique du système nerveux, et qui n'est pas toujours sympa d'ailleurs. Donc, c'est l'axe hypothalamus, hypophyse, surrénal qui vont fonctionner, qui vont sécréter de l'adrénaline, du cortisol, tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre de façon reptilienne, naturellement, mais pour pouvoir répondre. Donc, ça va infuser de l'énergie, monter la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la tension musculaire, pour pouvoir soit lutter, soit fuir, soit me replier. Si ces situations de stress négatif sont trop difficiles, si mes trois cerveaux fonctionnent trop en compétition, c'est-à-dire que quand c'est négatif, le cerveau cognitif est coupé, il n'y a que le cerveau gauche, celui qui n'a la vision que de détails qui fonctionnent, le cerveau droit est court-circuité, je n'ai plus la vision globale. Mes cerveaux sont en compétition, alors que quand c'est positif, mes cerveaux coopèrent ensemble. Eh bien, ça amène de la fatigue, de l'épuisement, ça peut aller jusqu'à de la dépression, des troubles psychiques, des troubles physiques et jusqu'à somatiser, avoir des pathologies. Donc au final, j'ai deux postures dans la vie. Soit je suis centrée sur mon je suis, sur la plus belle partie de moi, sur mon potentiel infini, soit je suis dans mon individualité, ma couche de personnalité extérieure, avec toutes ces mémoires, ces blessures, ces souvenirs douloureux et difficiles. Quand je suis centrée,
sur qui je suis vraiment, sur mon potentiel, eh bien, je suis créateur de valeur. J'ai accès à tout mon cerveau droit et gauche, donc j'ai la vision globale, j'ai la vision de détail, je peux concevoir, je peux créer, je peux manifester et c'est positif. Et en plus, quand je suis centrée, je suis toujours dans la joie, dans le plaisir, dans la légèreté, dans la facilité. Et plus je suis centrée sur mon je suis, plus la vie devient magique. La deuxième posture, c'est je suis dans mon individualité, dans ma couche de personnalité extérieure, avec ses souffrances, ses peurs, ses doutes, ses limitations et les comportements reptiliens qui sont générés. Mes trois cerveaux ne coopèrent pas puisque mon cerveau droit est exclu. Je suis coupée du cœur, je suis dans des émotions négatives, je n'ai plus accès à ma créativité, je ne suis pas créateur de valeur. Et donc, je suis décentrée. Et c'est fatigant d'être décentré. Ça consomme beaucoup d'énergie, la peur, les doutes, les limitations, les comportements reptiliens. Ça consomme énormément d'énergie et je me fatigue beaucoup plus vite. Je n'ai pas de plaisir, je n'ai pas de joie. Le marqueur physiologique de tout ça, c'est la cohérence cardiaque. Quand je suis en situation de stress, de peur, que ce sont des mémoires négatives du passé, que c'est ma couche qui s'exprime, je suis en incohérence, c'est le schéma du dessus. Les variations de ma fréquence cardiaque sont irrégulières. Quand je suis centrée, quand je suis s'exprime, eh bien les variations de ma fréquence cardiaque sont très, très régulières, comme vous le voyez sur ce schéma. Alors maintenant que je sais que j'ai deux postures, soit je choisis de me manifester dans qui je suis, soit je me manifeste dans ma couche, dans ma souffrance, eh bien j'ai le choix. Et comment est-ce que je vais faire pour manifester de plus en plus qui je suis vraiment? Comment est-ce que je vais réussir à l'exprimer chaque jour dans ma vie et faire en sorte que ma vie devienne magique, que j'ai confiance dans la vie, que l'image que j'ai à l'intérieur de moi soit positive, que l'image que je projette à l'extérieur soit positive, que l'image que les autres me renvoient soit positive et que l'image que j'ai de la vie soit positive. Eh bien, comment vais-je manifester qui je suis vraiment? La première étape, c'est choisir. C'est choisir de renaître à notre vraie nature, choisir notre potentiel et lui demander qu'il s'exprime. Et donc, comment est-ce que je vais faire? Il va falloir expérimenter chaque jour. Il va falloir vous entraîner chaque jour. Chaque matin en vous levant, vous pouvez dire, je demande à mon être, à mon je suis de se manifester. Je demande à mon je suis de parler à travers moi. Je demande à mon je suis de créer. Je demande à mon je suis de répondre. Ce je suis est votre meilleur ami. Si vous l'appelez, il se manifeste. Donc, pour pouvoir le manifester, il faut d'abord comprendre comment ça marche. Je viens de vous expliquer un petit peu. Et puis ensuite, il faut expérimenter. Et donc, pour expérimenter, il faut faire une pause, un arrêt sur image et commencer à ouvrir sa conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Il faut reconnecter son corps, réhabiter son corps. Notre histoire, nos souffrances souvent font que notre énergie de vie est montée dans la tête. Elle est montée dans le mental. Je vis dans mes pensées. Je suis coupée de mes émotions. Je suis coupée de mon ressenti. Donc il faut redescendre dans son corps. Il faut apprendre à repérer ses émotions. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis fatiguée? Comment je sens mon corps? Qu'est-ce que je mange? Quel goût ça a? Repérer son ressenti dans tous les aspects des sens de sa vie.
et il va falloir apprendre à les gérer. Et puis, on a une habitude, c'est ce comportement reptilien qui se met en route dans la lutte, la fuite ou le repli. Eh bien, il va falloir changer cette habitude de réponse réflexe et engrammer une meilleure réponse à la place. Donc, comment est-ce que je vais faire pour manifester qui je suis vraiment? Eh bien, j'ai deux axes de travail. Le premier, c'est reconnaître et gérer tout ce qui se passe et qui vient de mon passé, qui se projette dans le présent. Et pour pouvoir le gérer et le repérer, c'est d'abord repérer mes émotions, repérer mes peurs, repérer mes doutes, mon stress, mes croyances, mes limitations, être conscient de ce qui se passe. Et puis ensuite, apprendre à se centrer, quitter cette couche extérieure, ce potentiel de vie contrarié, et revenir vers son centre, vers je suis. Ça, c'est la première étape. C'est la plus facile à apprendre et la plus facile pour s'entraîner. La deuxième étape, eh bien, ça va être d'aller réparer les mémoires stockées dans mon cerveau limbique, stockées dans mon corps émotionnel, stockées dans mes muscles pour qu'elles ne se projettent plus dans le présent et que les mémoires négatives du passé soient réparées. On appelle ça, la première étape, c'est réparer son enfant intérieur. Vous avez sur le site internet la conférence sur l'enfant intérieur et vous allez pouvoir retrouver en détail, mais je vais vous en parler. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire ces réparations de l'histoire? Eh bien, depuis Non, non, plus de c'est bon, vas-y, 40 arrête. ans que je travaille, eh bien, je trouve que les outils qui ont donné les plus beaux résultats et les plus rapides, ce sont les outils de travail en expansion de conscience. Alors, première étape, j'apprends à gérer mes émotions. Et donc, pour gérer mes émotions, pour gérer les événements que je vis, qui ne sont pas bons, qui me font peur, qui me mettent en difficulté, la première chose, c'est je suis 100% responsable. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Deuxième étape, j'ouvre ma conscience, je m'arrête, je regarde, je mets mon repère à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis en difficulté? Est-ce que je suis en colère? Observez ce qui se passe en soi. Et il faut le faire vite avant que le cerveau reptilien reprenne le pouvoir. On a quelques secondes avant de basculer dans les comportements reptiliens. Et donc, être conscient de son fonctionnement, de ce qui va se passer, ce que je viens de vous expliquer avec le cerveau limbique et les situations du passé qui se projettent sur la situation présente. Donc, accueillir ses émotions, c'est être dans son ressenti, être dans son corps. Et puis, c'est être gentil avec soi. On n'est pas Superman ou Wonder Woman. Chacun fait du mieux qu'il peut. Ça demande un peu de temps et vous allez apprendre gentiment à vous recentrer chaque fois que vous êtes décentré. Quand je suis dans la peur, le doute, la colère, la frustration, je suis décentré. Je vais apprendre à me recentrer et pour cela, je dois accepter ma vulnérabilité. Comment est-ce que je vais faire pour me centrer? Je le répète à chaque conférence, c'est un exercice très facile et il n'y a que 3 phases à retenir. Premièrement, si je suis décentrée, il faut déjà le repérer. Il faut repérer ses émotions de peur, de doute, de colère, ses difficultés. Et ensuite, c'est dire stop, je rentre pas là-dedans, je me centre. Je choisis de me centrer. Je me centre. Comment est-ce que je fais pour me centrer? Je me redresse, je rectifie ma posture, je prends mon axe, pied dans la terre, tête au ciel, et je mets ma conscience dans le cœur. Alors souvent, on me dit, mais comment on fait pour mettre sa conscience dans le cœur? On ne fait rien. On dit juste conscience dans le cœur, et la conscience va dans le cœur. Pourquoi conscience dans le cœur? Parce que l'amour est mon bouclier. L'amour est la seule réponse à toutes les situations. Donc, je me centre, pied dans la terre, tête au ciel, je me redresse, je prends mon axe, conscience dans le cœur et je respire lentement et calmement.
Eh bien, en moins d'une minute, si je suis en incohérence cardiaque et que je respire lentement et calmement, la conscience dans le cœur et droit sur mon axe, la cohérence revient et mon cœur se calme et la fréquence redevient régulière. Alors, je me centre. Et c'est je suis de nouveau qui se manifeste et je peux donner le meilleur de moi-même, redevenir authentique, c'est-à-dire me manifester à mon plus haut niveau de potentiel et devenir créateur de valeur. Comment est-ce que je retiens? Se centrer, je pose l'intention, je me centre, pied dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur et je respire lentement et calmement. Si vous retenez ça et que vous vous entraînez chaque jour à repérer quand vous êtes décentré à le faire, ça va devenir un réflexe et ça va se faire de façon automatique et sans difficulté. Le plus difficile n'est pas de se centrer, mais c'est de reconnaître, avant qu'on bascule dans les comportements reptiliens, reconnaître que nous sommes décentrés, accepter que nous sommes vulnérables, que nous avons des colères, des peurs, des doutes, accepter d'aller dedans pour pouvoir les dépasser. Ça, c'est la première étape du travail pour aller manifester qui je suis vraiment. Il faut réapprendre à repérer tout ce qui nous décentre et nous recentrer. La deuxième étape du travail, c'est réparer les mémoires, les empreintes émotionnelles du passé. Alors, on a des systèmes automatiques chez l'être humain qu'on appelle l'auto-guérison ou le système adaptatif de traitement de l'information qui conduit à la résilience. Si on a vécu des douleurs, des choses difficiles, des événements qui nous ont fait souffrir, eh bien, tout doucement, on s'habitue, on finit par les accepter et on finit par les refouler dans les profondeurs et on finit par apprendre à vivre avec. Et une fois qu'on arrive à vivre avec, on appelle ça la résilience. Mais souvent, ces mémoires ne sont pas nettoyées, elles sont encore actives. On arrive à vivre avec, plus ou moins, mais elles sont toujours actives et à tout moment, elles risquent de se réveiller et de se projeter sur une situation présente. Les états d'expansion de conscience sont des outils magnifiques pour nettoyer ces mémoires, pour réparer et revenir libéré. Donc, je vais vous faire des explications sur les états d'expansion de conscience. Je propose régulièrement un séminaire pour vous initier à ces états. C'est un séminaire de 2 jours, le samedi et le dimanche, et où vous allez pendant ces 2 jours, après 1 heure de théorie, expérimenter toutes les techniques pour aller en expansion de conscience et pouvoir être autonome et les utiliser chez vous, seul, avec facilité, et pouvoir faire ces réparations de mémoire. Alors, pour bien comprendre, je vais vous définir un petit peu avec les sciences et puis avec les philosophies orientales, qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Les états d'expansion de conscience sont connus depuis très très longtemps. Ce sont des états qui conduisent à ce qu'on appelle l'illumination, l'extase, le nirvana, le dream time, que les gens qui méditent beaucoup peuvent atteindre parfois, et ça donne un état avec un sourire magnifique et un état intérieur illuminé, délicieux, magnifique, et avec souvent des visions associées, des rencontres dans ces plans absolument magnifiques. Les ethnologues ont découvert ces états souvent à travers les chamans, à travers la transe. Quand, par exemple, rien qu'une rêve partie, le tambour, les graves peuvent amener les gens en transe. Il n'y a pas besoin d'être chaman pour aller en transe. Tout le monde peut y aller et tout le monde peut vivre un état d'expansion de conscience. Freud parlait de sentiments océaniques ou d'états étranges de la conscience. Celui qui les a beaucoup étudiés, beaucoup travaillés, c'est Stanislas Grof, qui est à l'origine de la psychologie transpersonnelle. Il les appelle états non ordinaires de conscience, états modifiés de conscience ou états d'expansion de conscience.
il les a beaucoup étudiés avec les plantes sacrées, avec les champignons hallucinogènes, avec le LSD, avec des différentes drogues, et il a fait beaucoup de publications sur le sujet. En sciences pures, en sciences objectives, en neurophysiologie, on va les définir avec les ondes cérébrales. Ces états ont été étudiés dans des laboratoires, le laboratoire Monroe, le laboratoire IONS, Institute of Noetic Science aux États-Unis. Le Dalai Lama, d'ailleurs, a prêté sa tête et son cerveau à des enregistrements pour étudier ces états. Les physiciens parleront de champs électromagnétiques parce qu'on entre dans des champs électromagnétiques différents. Et puis en mathématiques, on pourra comparer au fonctionnement des fractales à dimensions multiples. Donc l'état de conscience ordinaire, vous le connaissez, c'est celui qu'on a tous la plupart du temps. Et maintenant, on va comprendre ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience. On va le définir scientifiquement de façon qualitative. Et on va le mesurer avec les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, le cerveau fonctionne sur 5 manières différentes. Les ondes rapides, bêta, qui sont autour de 13 à 14 cycles par seconde, puis les ondes alpha, 8 à 14, puis les ondes θ, 5 à 8, puis delta, 0,5 à 4 ou 5, puis les ondes gamma, qui sont des ondes très rapides, 30 à 35 cycles par seconde. Et donc, on va définir ces états. On parlera d'état d'expansion de conscience lorsque, avec un électroencéphalogramme, on enregistre les variations électriques du cerveau et qu'on voit apparaître des ondes alpha, θ, delta et gamma. À partir des ondes alpha, on commence à entrer en état d'expansion. On va pouvoir également les qualifier. Le laboratoire Monroe, par exemple, les a étudiés extrêmement en détail et les a qualifiés avec les perceptions subjectives que nous avons du temps, de l'espace, de notre corps et de notre personne. Perception du temps, du corps, de l'espace et du moi. Voici une représentation des ondes cérébrales. Les ondes bêta en temps normal, c'est quand je suis en veille active. Je travaille, je fais mes courses, je m'occupe de ma maison, de mes enfants, je pense, je réfléchis, je suis en bêta. Quand je suis stressée, je suis en bêta. Les ondes alpha, c'est quand je commence à me relaxer. Et donc, on arrive à une sinusoïde beaucoup plus régulière, exactement comme la cohérence cardiaque. Puis je m'endors, les ondes alpha correspondent également, après à la relaxation, à l'endormissement. En θ, mon cerveau est en état de sommeil. Je dors en temps normal. Ce sont des ondes beaucoup plus amples, beaucoup plus larges. Et puis en delta, je suis en état de sommeil profond. Donc on a des ondes encore plus larges. Et puis lorsque je passe en gamma, ce sont des ondes très 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 rapides qui font 40 cycles par seconde, mais je n'en ai pas de représentation. À l'époque où j'ai fait médecine, on n'en voyait pas beaucoup. Et puis les ondes gamma, donc, sont les ondes qu'on va rencontrer dans le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Eh bien, un état d'expansion, les voilà, les ondes gamma, un état d'expansion de conscience, c'est un état qui va permettre à votre cerveau de passer de bêta en θ, en delta, en gamma, mais sans dormir. Je passe bêta, alpha, θ, delta, puis gamma, et je ne dors pas. Mon cerveau a les mêmes activités électriques que si je m'endors en alpha, que si je suis en état de sommeil en θ, que suis-je en état de sommeil profond en delta, ou je suis en état de sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Mon cerveau fonctionne comme ça. Mais je ne dors pas. Comment est-ce qu'on peut aller en expansion de conscience? Eh bien, ce sont toutes les techniques que je vais vous enseigner pendant le séminaire. Les techniques de relaxation, les techniques d'imagerie guidée, le rêve éveillé, la visualisation, les techniques d'hypnose peuvent vous emmener en état d'expansion de conscience. Les techniques respiratoires, il y a plein d'exercices respiratoires tirés du pranayama, des techniques respiratoires du yoga, qui permettent de magnifiques états d'expansion de conscience. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces techniques, j'ai beaucoup exploré les différents plans et je vais vous expliquer tout ça.
Les pratiques corporelles vous permettent d'aller en expansion de conscience. Quand vous faites du yoga, quand vous faites de la danse, de la course à pied, eh bien, à la fin de votre séance, si vous avez un petit temps de relaxation, vous êtes en expansion. Pour les coureurs à pied, quand vous passez dans ce qu'on appelle le deuxième souffle, c'est-à-dire que la course passe en énergétique, elle se fait toute seule, ça court tout seul, eh bien, vous êtes en état d'expansion de conscience. Quand vous méditez, quand vous êtes en état de contemplation, quand on est en état de concentration, ça s'appelle également comme ça en Inde, eh bien, vous allez en expansion. Les sons sont des autoroutes pour y aller, le chant harmonique, les cloches, les didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains. La musique classique, la musique sacrée, le chant grégorien sont des autoroutes. Bach, Handel, Haydn, Vivaldi, Mozart sont des autoroutes pour aller en expansion. Le rythme du tambour, la transe, le bruit de la mer, de la pluie, le bruit des cascades, le chant des baleines, tout ça, tous ces sons-là peuvent amener à des états d'expansion de conscience. Et donc tout ça, sur le séminaire de 2 jours, vous allez pouvoir expérimenter plein de techniques pour pouvoir, et ensuite avec les protocoles pour le faire en sécurité et pouvoir le reproduire chez vous. Il y a encore des techniques intéressantes que j'ai beaucoup expérimentées lors de mes formations en Amazonie avec mon ami chaman. Eh bien, ce sont les techniques des plantes sacrées. C'est la grande mode en ce moment. Soyez vigilants parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de gens qui se disent chamans et qui vous invitent à aller faire ça au Pérou ou ailleurs. Soyez vigilants. Je récupère chaque année des gens qui reviennent dans un état épouvantable parce qu'ils n'ont pas été ramenés et ils sont dissociés. Donc, c'est pas n'importe quoi. On fait pas ça n'importe comment. Il faut des gens sérieux. Et donc, les plantes, en Afrique, on a la plante iboga, que moi j'ai déjà expérimenté. On a les champignons peyote, l'ayahuasca, le cactus San Pedro, champignons hallucinogènes. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté en Amérique latine et particulièrement au Pérou dans mes formations chamaniques pendant des années. Donc, les plantes sacrées sont des outils très intéressants pour aller en expansion, mais attention, on ne fait pas n'importe quoi et on ne fait pas avec n'importe qui. Moi, je dis danger. Il existe une technique encore pour aller en expansion qui est très sérieuse et sans danger. Ce sont les outils Monroe, les CD Monroe. Ils vous envoient des sons dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche qui hémisynchronisent le cerveau et qui amènent le cerveau à passer de bêta en alpha, puis en θ, en delta, en gamma. Et ça se fait avec facilité et sans danger. Et ils vous ramènent, c'est vraiment quelque chose de sûr. Donc voilà les outils. Alors, je vous ai fait un tableau que vous retrouverez sur le site internet, je ne vais pas passer des heures, et vous retrouverez dessus les différentes explorations qu'on peut faire avec ces états d'expansion de conscience et les différents ponts. Donc là, on est dans la description qualitative, subjective, à partir de la perception qu'on a de l'espace, du corps, du temps et du moi. Et puis, je vous ai fait les ponts avec ce qu'on va découvrir de l'inconscient jungien. Quand on est dans les premiers niveaux d'expansion, on va découvrir l'inconscient personnel, puis l'inconscient familial, puis l'inconscient collectif, puis l'inconscient universel. Et quand on va partir en expansion, on va explorer le corps physique et ses mémoires, le corps éthérique et ses mémoires, le corps astral, le corps causal et les corps subtils, les corps de lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais utiliser ces outils pour aller en expansion de conscience? Eh bien, ma conscience s'expanse, c'est-à-dire qu'elle passe du corps physique dans le corps éthérique, puis dans le corps astral émotionnel, puis dans le corps causal ou mental, puis dans le corps bouddhique, dans le corps atmique, et on peut aller explorer jusqu'aux 75 corps de lumière. Et quand ma conscience s'expanse dans ces différents corps, elle voit, elle entend, elle sait, elle ressent. Elle voit avec le troisième œil, elle entend avec la clairaudience, elle sait avec la cognition et elle ressent avec la kinesthésie. Voilà ce qui se passe quand je pars en expansion de conscience. Et donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vous ai fait un petit schéma avec les ponts. Quand je suis en onde bêta au niveau de mon cerveau, ma conscience est dans mon corps physique.
Quand je passe en alpha tout doucement, je pénètre dans le corps éthérique. Quand je passe en θ, je suis dans le corps émotionnel. Quand je vais en delta, je vais approcher du corps mental. Quand je passe en gamma, je vais dans les corps de lumière. Et donc, si ma conscience va dans ces corps, elle voit ce qu'il y a, elle entend, elle sait, elle ressent, et donc je vais vivre des expériences incroyables. La première expérience intéressante, c'est aller à la rencontre de mon enfant intérieur caché au fond de moi, le guérir, ce qui va me permettre de reconnecter qui je suis vraiment, de retrouver mes talents et mes qualités, de les manifester et de manifester davantage qui je suis vraiment. Donc la première étape, c'est accepter de faire face à son histoire. Quand je vais en expansion de conscience, je vais retrouver les mémoires de mon histoire qui sont stockées dans mes corps énergétiques. Donc il faut que je sois prêt à y faire face. Mais c'est bien fait. Quand je pars en expansion, les mémoires qui viennent s'ouvrir, quand je passe dessus, ne sont que celles que je peux accueillir en fonction de mon niveau énergétique du moment. Jamais une mémoire extrêmement difficile, douloureuse ne s'ouvrira si je ne suis pas prêt, si je n'ai pas le niveau d'énergie suffisant pour la recevoir. Donc, je vais partir en expansion et je vais aller chercher dans mon corps émotionnel les mémoires de mon histoire et je vais aller à la rencontre de mon enfant intérieur, de mon adolescent, du jeune adulte que j'ai été, de l'adulte plus grand, puis de la personne d'aujourd'hui. Et je peux aller à la rencontre de toute mon histoire et retrouver toutes ces mémoires. Donc, ma conscience s'expanse et va connecter une mémoire, une condensation. Elle s'ouvre. Et quand la condensation s'ouvre, elle libère toutes les émotions contenues dedans depuis l'enfance. Et donc, moi, l'adulte d'aujourd'hui, je vais écouter l'enfant d'autrefois qui est là, caché, qui est en souffrance, qui a peur, qui a vécu des choses difficiles. Je l'écoute, je suis pleine d'amour, je suis pleine de bienveillance. Je l'accueille, je le prends dans mes bras, je le console. Je deviens son parent bienveillant. Et donc, je vais aller à la rencontre en expansion. Sur le séminaire de 2 jours du week-end, le prochain aura lieu en septembre, eh bien, je vais aller à la rencontre de nombreuses mémoires et je vais en guérir des quantités. Et ça va déjà agir beaucoup dans votre vie. Je vais pouvoir réparer plein de mémoires, ouvrir plein de mémoires entre 0 et 6 ans, entre 6 et 11 ans, entre 11 et 18 ans, 18-25 ans, puis sur toute ma vie d'adulte, on va essayer de réparer le maximum de mémoire. Alors ensuite, lorsque j'ai bien ouvert la mémoire, eh bien, je vais partir en expansion un peu plus haut. Je vais monter dans les corps de lumière et je vais aller sous la source. Je vais imaginer une cascade de lumière et d'amour qui descend depuis le ciel, qui descend sur moi. Et je vais me remplir de cette lumière, de cet amour. Et puis je vais aller chercher le petit enfant d'autrefois qui est en souffrance, qui a vécu des choses difficiles, et je vais l'emmener sous la cascade. Et la cascade va l'envelopper d'amour, va le pénétrer, le réparer, le purifier. Elle envoie toutes les mémoires dans la terre pour faire pousser les fleurs. Elle le répare, elle nettoie, elle purifie. Et lorsque ce petit enfant devient comme un diamant scintillant, rempli de lumière, rempli de l'amour, eh bien, je vais le ramener dans mon cœur, tel que je l'ai symbolisé là, dans mon chakra du cœur. Ce petit d'autrefois qui se répare, qui se guérit, revient dans mon cœur. Et en revenant dans mon cœur, il ramène tous les talents oubliés, toutes mes qualités oubliées que j'avais refoulées à la suite de ces traumatismes et de ces blessures. Et puis l'énergie qui était coincée, qui ne pouvait plus circuler du fait de la condensation, eh bien la condensation s'est levée
et l'énergie va recirculer. Donc, lorsque ce petit enfant est levé dans mon cœur, l'énergie recircule, les qualités, les talents reviennent, je reconnecte mon je suis. Je rayonne. L'enfant réparé prend la place de l'enfant blessé. Et comme le cerveau est extrêmement plastique et ne fait pas de différence entre ce qui est vécu en visualisation et le réel, c'est la situation réparée de l'enfant rempli d'amour sous la cascade de lumière qui vient prendre la place et qui devient la nouvelle situation à la place, pardon, de l'ancienne. Voilà comment ça marche. La dernière étape de ce travail, c'est d'aller chercher toute la colère qui est en lien avec ce que nous avons vécu, la colère qui est en lien avec notre souffrance, avec le parent, la personne qui nous a fait souffrir. Et donc, on va aller la chercher, cette colère et ce ressentiment. Et puis, on va la projeter sur la personne qui nous a fait souffrir. Et souvent, on commence par les parents. On va visualiser nos parents avec leur cœur de lumière que peut-être on n'a pas beaucoup vu, et puis avec leur couche d'ombre. Et on va projeter notre colère sur leur couche d'ombre. On va détruire leur couche d'ombre sans toucher à leur lumière. On va leur dire tout ce qui nous a fait souffrir. On va exprimer notre colère, notre violence, tout ce qui était douloureux, tout ce qui n'était pas acceptable. On va leur dire et on va casser leur couche d'ombre. Et lorsqu'elle est réduite en cendres, eh bien, tout doucement, je vais découvrir le parent de lumière qu'il aurait pu être ou qu'elle aurait pu être, ou le frère ou le grand-père ou la personne qui m'a fait souffrir. Et centré sur mon cœur de lumière, qui est réparé à travers l'enfant de lumière ramené dans mon cœur, eh bien, je vais rétablir le lien avec le père, avec la mère, avec la personne. Et par le don de l'amour, je vais faire un don d'amour, juste envoyer un rayon de lumière et d'amour vers son cœur, vers son être de lumière. Et c'est ainsi que le pardon se fait, par le don de l'amour. Pardon, je te pardonne. Et en pardonnant, je me libère complètement. La mémoire est complètement réparée, totalement nettoyée, elle ne sera plus jamais active. Voilà comment ça fonctionne. Ainsi, au séminaire de 2 jours, vous allez déjà pouvoir réparer beaucoup de mémoires de votre histoire, de votre enfance, de votre adolescence et mettre à la place des situations de souffrance qui génèrent la peur, le doute, une mauvaise image de soi, et bien mettre cet enfant réparé qui ramène tous ses talents, toutes ses capacités qui vont de nouveau se manifester. Alors voilà tout ce qu'on va pouvoir réparer. Donc on va réparer notre histoire personnelle. On peut réparer tout ce qu'on veut, toutes nos mémoires. Il n'y a pas besoin de les passer en revue une par une. Moi, ce que je fais avec les stagiaires, c'est qu'on fait par tranche de vie. On répare une tranche de vie et ça se répare très facilement et ça donne des résultats magnifiques. On va pouvoir réparer des mémoires de vie antérieures. Mais bon, je dis toujours, il n'y a pas le feu pour aller les chercher. Vous avez tout en synthèse dans cette vie-ci. Donc, ce n'est pas nécessaire de travailler sur les vies antérieures. Travaillez d'abord sur celle-ci, vous travaillerez ensuite sur celle-là. On va pouvoir aller réparer les mémoires familiales, honorer ses ancêtres, leur demander de nous libérer des fidélités négatives. On va pouvoir réparer l'arbre généalogique. On va même découvrir les secrets de famille. Et ça arrive souvent que dans ce type de travail, les personnes découvrent que leur père n'est pas leur père, que c'est quelqu'un d'autre, qu'on leur a caché la vérité. Donc c'est intéressant. On va aussi faire la paix avec les mémoires collectives, avec tout ce qu'on appelle les égrégores, ce sont les amas de formes pensées qui sont représentés par la culture, les religions, les écoles de pensée, les psychologies des entreprises, etc. On va pouvoir faire la paix avec ça, parce que les égrégores nous façonnent, les égrégores religieux particulièrement, et on va être en paix avec eux, leur envoyer de la lumière, les alléger.
On va pouvoir travailler dans les mémoires collectives sur les archétypes. Ça, ce sera pour plus tard, une conférence qui est en train de se préparer. Et puis, on va pouvoir développer la puissance de notre je suis. Et c'est plus le négatif qui va prendre le pouvoir. Voilà. Donc, on va pouvoir faire tout ça. Et puis, surtout, et ça, vous allez le vivre au séminaire de 2 jours, vous allez avoir la sensation d'être de retour à la maison. Vous allez vibrer, résonner, sentir l'énergie de vie qui pétille en vous. Et vous allez faire l'expérience de votre vraie nature dans les hauts plans de conscience. Le dimanche, on monte très haut dans les corps de lumière. Et vous avez vraiment la sensation d'être de retour à la maison. Les stagiaires, et ça arrive souvent, qui ont vécu des NDE, des expériences de mort imminente, disent, je suis retournée avec ce séminaire à l'endroit où je suis allée pendant mon expérience de mort imminente. J'ai revu la lumière, j'ai revu les êtres de lumière que j'avais vus, j'ai revu exactement la même chose. Et donc, dans ces hauts plans de lumière, quand vous ferez l'expérience, vous allez rencontrer toutes les énergies subtiles de lumière et d'amour, les énergies christiques, bouddhiques, les mères divines, des anges, des archanges, vos guides, des maîtres ascensionnés, et aussi beaucoup les âmes de vos défunts, vos parents décédés, vos frères et sœurs décédés, qui vont venir vous parler, vous donner des messages. Vous allez recevoir des soins, de l'enseignement, des initiations. Voilà ce que disent les stagiaires qui vivent ces expériences. Vous allez visiter des lieux sublimes, des jardins, des lieux de soins, des universités. Il y a des universités immenses, magnifiques. Il y a tellement de choses à voir. Visiter des cathédrales de cristal, des ashrams de cristal. Ça, c'est dans les plans au-dessus. Il y a plein de choses à voir, magnifiques, que les stagiaires Mhm. racontent après avoir vécu l'expérience d'expansion du dimanche matin. Et alors, qu'est-ce que tout ça va donner? Qu'est-ce que ce travail va donner dès l'instant où vous avez choisi de manifester qui vous êtes vraiment? Si vous réparez votre enfant intérieur, votre histoire, eh bien, vos mémoires négatives ne se projettent plus dans le passé, dans le présent. Elles viennent plus générer des peurs, des doutes. Vous êtes de plus en plus confiant, confiant en vous-même, confiant dans la vie. Et puis la vie devient de plus en plus magique. Posez les intentions, l'univers se charge du reste. Moi, c'est ce que j'explore depuis de nombreuses années. La vie est magique et magnifique. Elle nous comble de ses cadeaux. C'est vraiment extraordinaire. Donc, avec Mhm. ce travail qui vous permet d'aller vers qui vous êtes vraiment et de le manifester, eh bien, vous pouvez explorer toutes les couches de l'inconscient, votre histoire personnelle dans le corps émotionnel, votre histoire familiale à la fin du corps émotionnel, les archétypes, les sous-personnalités, les égrégores Ah, dans les corps mentaux, le corps mental. Vous pouvez redécouvrir que vous n'êtes pas qu'un corps physique parce que vous allez faire l'expérience de l'énergie. Vous allez la sentir, vous allez retrouver votre vitalité, sentir l'énergie qui pétille dans les mains, dans les pieds, dans le corps. Certains sentent leurs chakras qui se mettent à vibrer. Et puis vous dénouez les condensations liées aux mémoires et l'énergie recircule dans Ida, dans Pingala. Et quand ça recircule, quand c'est bien reperméabilisé, vous allez voir apparaître des mouvements rotatoires comme ceci. Le bassin qui se met à tourner, ça démarre du fond du bassin et ça tourne. Et puis plus tard, vous allez voir apparaître les mains et les bras qui dansent. On appelle ça la danse de Shiva. L'énergie circule, elle est fluide et donc tous ces mouvements réapparaissent alors qu'ils étaient oubliés. Donc vous pourrez éveiller aussi votre Kundalini en sécurité parce que c'est quelque chose qui peut donner ce qu'on appelle un syndrome de l'âne qui peut dissocier quand on n'est pas prêt. Mais ça, chez moi, ça se fait en sécurité. Et plus vous allez travailler, réparer vos mémoires, plus vous allez connecter votre énergie de vie, plus vous allez avoir envie de vivre, être dans la joie, envie d'aimer, être dans l'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire in théos, en Dieu.
Vous retrouvez vos talents, vos ressources, vous allez découvrir votre mission de vie, votre projet de vie. Il se crée jour après jour. Plus vous vous réparez, plus vous retrouvez vos talents, plus votre mission de vie, votre projet de vie se décrit. Et plus vous savez où vous allez, et plus ça donne du sens. Vous allez développer des perceptions subtiles quand on va dans ces états. On développe la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. On peut développer 21 sens subtils. C'est ce qui se passe quand on travaille avec les maîtres en Inde. Vous développez votre intuition, votre créativité. Et puis la vie devient facile, légère, parce que plus vous faites ce travail, plus vous vivez dans le lâcher-prise, dans la confiance. Vous avez confiance dans la vie. Vous n'êtes plus centré sur ce qui vous fait peur. Vous lâchez prise, vous respirez à travers les situations à vivre. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites confiance à la vie et tout se met en place dans la légèreté, dans la facilité, dans l'harmonie. Et puis, vous allez découvrir à quel point vous êtes puissant et à quel point vous pouvez créer. Et donc, il suffit de poser une intention et la vie se charge du reste. Si c'est bon pour vous, pour le plus grand bien de tous, la vie s'en charge. Je le vérifie chaque jour, chaque année. Je fais des demandes. Si c'est bon pour moi et pour le plus grand bien, eh bien, ça se crée. Vous allez rencontrer d'autres formes d'énergie. Il n'y a pas que dans les hauts plans de conscience qu'on rencontre des êtres de lumière, des guides, mais vous allez les rencontrer dans les règnes de la nature, dans les mondes subtils. Vous pourrez explorer le temps, l'espace, tout ça on le fait avec les états d'expansion de conscience. On peut explorer les planètes, les vies antérieures. Et donc, et puis vous pourrez aller chercher de l'information, de la connaissance, des solutions, des idées créatrices. Si vous avez un travail à rendre, une conférence à faire, vous partez en expansion de conscience, vous fermez, vous posez l'intention et les informations viennent et souvent même le plan descend, tout est donné, sauf si votre mental occupe la ligne. Et puis à mesure que vous allez expérimenter ça, vous allez changer votre regard sur le monde, vous allez être beaucoup plus conscient, beaucoup plus créateur de valeur, beaucoup plus engagé pour protéger la planète, l'environnement, pour créer d'autres modes relationnels. Vous allez voir que la télépathie existe et que c'est incroyable. Moi, je l'ai encore vécu aujourd'hui, je pense fort à quelqu'un et dans la minute qui suit, la personne m'appelle. Donc, vous allez exprimer et vivre plein d'autres modes relationnels, des nouveaux procédés dans tous les domaines. Et plus vous nettoyez, plus vous réparez, plus vous ouvrez votre cœur, plus vous développez l'intelligence de l'âme et du cœur, plus votre âme est reconnectée, plus elle se manifeste avec votre je suis, plus vous aimez, plus vous êtes dans l'empathie. Et vous allez exprimer votre vraie nature, je suis. Vous allez le manifester intensément, totalement, dans le présent. Et vous quitterez l'illusion de la séparation et vous allez vivre un sentiment d'unité avec la conscience que l'autre, c'est vous, que la nature, c'est vous, que les animaux, c'est vous. Vous serez plus respectueux. Alors, quand on a cet état magnifique, et notamment quand on est en méditation, il y a un très joli sourire qui s'installe. C'est le sourire de Bouddha. On le voit sur les visages. Je le vois dans les séminaires. Les gens ont ce sourire magnifique, le sourire de Bouddha. C'est un sourire qu'on ne peut pas avoir comme ça. Il se met en place dans un état intérieur de paix, de sérénité, d'harmonie. On ne peut pas le créer artificiellement par la volonté. C'est Darwin qui l'a étudié. Alors, il vous reste à choisir qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez rester dans votre couche de personnalité qui vous gêne, qui vous maintient dans la peur, le doute, dans les croyances? Est-ce que vous avez envie de vous engager sur ce chemin? Parce que sur ce chemin, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est pas quand on est au bout. C'est juste un petit pas plus un petit pas. C'est toutes les petites réussites du quotidien qu'on célèbre, même les plus petites, elles ont de la valeur. Et ce chemin, il vous conduit à l'éveil. Alors, si vous vous engagez,
Vous allez voir la magie de la vie. Et ce texte de Goethe exprime vraiment bien ce qui se passe. Si vous vous engagez sur ce chemin, la magie de la vie opère, vous le retrouverez sur le site Internet. Alors, allez-y, rayonnez et manifestez qui vous êtes vraiment. Manifestez ce je suis. Et si vous êtes à écouter cette conférence, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes déjà en chemin. Alors, je vous remercie et je vous invite. Just do it now. C'est le moment. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, si vous le souhaitez, c'est de poser vos questions. Je vais reprendre le chat pour voir s'il y a des questions depuis le début. Et s'il y a des questions, je vais répondre. Donc, déjà, je suis toujours heureuse de voir d'où vous êtes, de Suisse, de Provence, de Bretagne, du Finistère, de Vannes. Il y a une belle équipe à Vannes. Voilà. Ah, bah oui, Marie. Voilà, tout le monde. Je vous retrouve tous, toutes les équipes de Normandie. Donc moi, je suis normande maintenant depuis le mois de février. J'habite ma maison en Normandie. Voilà. Cancale, ah oui, Françoise, bien sûr. Ben là, dans le groupe, il y a plein de gens qui ont déjà fait le séminaire de 2 jours. Saint-Gilles, la Somme, j'ai fait mes études à Amiens, je connais bien la Somme. Yolanda, je ne peux pas oublier Yolanda, elle était au dernier séminaire. Elle rayonne de lumière et d'énergie. Voilà, Laetitia. La conférence sur les parents toxiques, ça sera, je pense, à la rentrée maintenant. Mais je ne la mets pas sur Internet. Toutes les conférences sont sur Internet, mais celle-ci, je ne peux pas la mettre parce que je ne veux pas qu'on utilise cette conférence pour régler ses comptes avec ses parents. Et puis, ça fait partie du travail du parcours en 3 ans. Et c'est surtout parce que je ne veux pas qu'on règle ses comptes avec ses parents avec cette conférence. Voilà. Je crois que votre micro, non, ça c'est oui, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait son micro ouvert. Voilà, c'est bien. Bon, ah, il n'y a pas de question. La kinésiologie, c'est un outil qui met en route le langage du corps et qui permet de poser des questions, de répondre, de faire un travail. La kinésiologie, c'est un bon outil. Mais la kinésiologie, ce n'est pas un état d'expansion de conscience. Catherine, Philippe et Jacqueline. Avec plaisir, c'est super. Jacqueline qui était au séminaire de 2 jours, je crois que c'était en Bretagne. Bordeaux, Leïla, super. Pornic, Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Moi, je suis dans l'Eure. Je suis au sud de Rouen. Alors, Jacqueline, prête pour le 4 jours. Alors, je vais être absente quelque temps parce que j'ai des gros soucis avec un genou que je dois faire opérer. Je vais avoir une prothèse totale de genou le 4 juin et donc je vais être off le temps de réapprendre à marcher et de redevenir autonome. Le séminaire de 2 jours aura lieu le 20 et 21 septembre. Malheureusement, j'ai dû annuler le séminaire de fin juin du fait de l'opération. Il est reporté en septembre, mais je n'ai pas pu avoir la grande salle. Donc, nous aurons que la salle Olivier à Paris, qui est plus petite, et je ne pourrai pas accueillir autant de monde que d'habitude. Donc, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous envoie les bulletins pour vous inscrire. Les dates, donc 20 et 21 septembre, 1er et 2 novembre, c'est un samedi et un dimanche. Ensuite, en janvier, je crois que c'est le 10 et 11 janvier. Il y en aura un en mars, je crois que c'est 28, 29 ou 27, 28, je ne sais plus. Les dates seront sur le site internet prochainement. Il faut que je les transfère à mon assistante pour qu'elle les mette sur internet. Le prix du séminaire est de 400 euros, mais il est accessible à tout le monde parce que j'aide les petits budgets. Il suffit de le demander. Quelle que soit votre situation financière, vous pouvez faire le séminaire et nous voyons ensemble le prix juste pour vous. Vraiment, pas de souci. Mais le prix normal, c'est 400 euros. Voilà. Alors, est-ce que si on a déjà fait le 2 jours et le 4 jours, on peut revenir? Mais bien sûr qu'on peut revenir. Il y a plein de personnes qui reviennent. Il y a une personne qui a fait 4 fois le 4 jours et qui a chaque fois été émerveillée par tout ce qu'elle y trouve. Elle est extraordinaire. Et pour le moment, elle ne veut pas faire le 4 jours parce qu'à chaque fois, elle a toutes les réponses qu'elle attend sur le 2 jours.
Quelle est la date du séminaire de 2 jours? Donc, le 20 et 21 septembre et 400 euros, mais j'aide toutes les personnes qui en ont besoin. Ah ben, la kinésiologie, bien sûr, c'est pas aussi profond, mais c'est un bon outil, ça peut aider. Est-ce que après septembre est déjà... Oui, oui, après septembre, c'est 1er et 2 novembre. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai les bulletins. Mais il n'est pas encore inscrit, le calendrier de la rentrée n'a pas encore été mis dessus. Ah, Bois-Guillaume, Isabelle, il y a une maison de rééducation où je risque de me retrouver après l'intervention. On m'a dit que ce serait peut-être Bois-Guillaume. Alors, dans l'heure, ah ben super, on est nombreux dans l'heure maintenant. Je ne fais pas de soins à distance, je ne fais pas de séances à distance. J'ai quelques stagiaires que j'ai formés qui sont de belles thérapeutes qui font des soins à distance. Si vous le souhaitez, vous me dites. Jeanne qui demande dans quelle ville je suis. C'est pas une ville, c'est un village de 150 habitants. C'est Connelle, C-O-2-N-E-2-L-E-S. Merci et bon courage. Ça, c'est adorable. Mais merveille. Alors, j'espère participer au séminaire de 4 jours, mais bien sûr, le séminaire de 4 jours, il va reprendre dès septembre. Je vais essayer de réserver avant de partir me faire opérer le gîte pour le faire et il aura lieu, je pense, la 2e semaine ou la 3e semaine de septembre. Voilà, bon, toute la belle équipe de Quimper. Alors ensuite, que je vois, j'ai pas fini. Pomelin, génial, c'était vraiment génial le séminaire de judo. Peut-on, et si oui, peut-on retrouver toutes les infos que vous avez données ce soir? Vous avez toutes mes conférences sur Internet, sur mon site. Elles sont gratuites et il n'y a que la conférence sur la toxicité parentale que je n'ai pas mise. Voilà, donc vous allez les retrouver et vous allez recevoir un replay demain ou après-demain. Mon assistante va vous les envoyer. Les ateliers se font à Paris, mais ils peuvent se faire ailleurs. Dès l'instant où un groupe est constitué suffisamment nombreux, je me déplace. Donc ainsi, je suis allée à Lorient, non pas à Lorient, à Saint-Nazaire au mois de mars. Je vais à Aix-en-Provence. Je bouge, donc il suffit de me dire et de créer un groupe suffisamment grand. Ah, très bien. Ah ben, on s'est vu en mars aux rencontres. Les rencontres universelles au mois de mars à Vannes, je recommande. Rencontres universelles pour une médecine plurielle organisée par Anne Sarkissian à ne pas manquer. Et deuxième chose à ne pas manquer, je vais vous faire une projection, je pense en septembre, sur L'âme, le film numéro 2. Il faut regarder le film L'âme 1 et on va présenter le film numéro 2 qui vient de sortir et on fera une soirée Internet avec tout le réseau, avec la réalisatrice du film. Voilà. Bonsoir, petit bonjour des Ardennes. Ah, c'est bien. Les 2 jours m'ont permis de me réveiller, de grandir, de choisir qui je veux être et surtout de jour en jour. Ah, c'est magnifique. Je suis ravie de lire tout ça. Merci. Est-ce que cette conférence est enregistrée? Oui, oui, vous allez avoir le replay. Hâte de venir faire le 2 jours. Voilà. As-tu les dates du prochain 4 jours? Septembre, 2e semaine ou 3e semaine, et tout dépendra de mon état. Voilà, merci Hélène, chaleureuse pensée. Vous êtes adorable. C'est moi qui vous remercie pour toutes vos pensées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Aix-en-Provence, ce sera, je pense, à la rentrée. Le groupe se constitue tout doucement, mais il faut qu'il y ait au moins 15 personnes. Voilà, heureux, super. Oui, je reviens. S'il y a un lieu en Bretagne, une salle assez grande, il n'y a pas de souci. Je reviendrai aux rencontres universelles si je suis invitée avec joie. Je dois partir. Vu hier soir à Mérignac. Ah, mais oui, Valérie, elle était dans la région de Bordeaux hier soir. Oui, les films de Valérie Seguin sur l'âme. Voilà. Bon, ben c'est bien. J'ai vu là. Ah, c'est bien. Donc c'est super. Ben, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis en septembre, on fera une projection pour tout le réseau sur Internet. Voilà. Comment avoir vos collègues qui travaillent à distance? En Haute-Savoie, j'ai personne en Haute-Savoie, mais j'ai quelques thérapeutes qui travaillent à distance.
sur Internet. Donc, si vous êtes intéressé, vous me dites. Le séminaire de 2 jours m'a tellement apporté. Je suis beaucoup plus stable depuis janvier. Hâte d'avancer, de pouvoir participer au séminaire de 4 jours. Merci. Eh bien, voilà. Eh bien, je vous attends sur le 2 jours. Voilà. L'âme 2, on peut le voir. J'ai le 1 que je regarde en boucle. Ah ben, bien sûr, c'est tellement beau ce film, L'âme. C'est vraiment magnifique. Valérie, elle fait vraiment un travail extraordinaire. Voilà, ben, je vous souhaite plein de belles choses, un bel été. Peut-être j'arriverai à faire une conférence fin juin si je suis en bon état. Sinon, peut-être une en juillet, à la place, début juillet, quand je serai rentrée à la maison. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur. Et puis, oh, Nancy, plein de gros bisous, Nancy, au Québec. Bravo d'être là. Belle soirée à tous, belle nuit et à très bientôt. Surveillez vos mails si on peut faire une conférence fin juin et en juillet. Ce sera avec joie. Gros bisous à tous. Au revoir. Alors, comment est-ce que je fais pour arrêter? Mettre